Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule spéciale BI-Mer concernant la météo et la mer. Dans cette capsule, nous étudierons tout particulièrement les courants océaniques. Comme le Soleil ne réchauffe pas uniformément la surface de la Terre, il y a des conséquences directes sur la circulation des masses d'air, mais aussi sur la température des océans. Cette température au niveau des océans peut être modifiée à cause de l'ensoleillement jusqu'à au moins 1000 mètres de profondeur. Par exemple, à l'équateur, l'eau est plus chaude, tandis qu'au pôle, l'eau est plus froide. L'énergie solaire reçue à la surface du globe terrestre est inégalement répartie en raison de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre et de la position de notre planète par rapport au Soleil lors de sa révolution. Il y a donc deux phénomènes créés par cette différence d'ensoleillement, les vents et la variation de température. Ces deux phénomènes sont à l'origine des courants océaniques. Par définition, un courant marin est un déplacement d'eau de mer caractérisé par sa direction, sa vitesse et son débit. Qu'il soit chaud ou froid, il circule à travers l'intégralité des océans de la planète et leur ensemble constitue un vaste cycle de circulation aquatique. Il existe donc deux types de courants marins provoqués par des phénomènes différents. Les premiers sont les courants de surface qui, eux, dépendent du vent et de la force de Coriolis. Les deuxièmes sont les courants profonds influencés par la densité des eaux. Les principaux courants de surface sont mis en mouvement par des vents dominants, mais ils dépendent aussi de la configuration des continents et de la distribution de l'ensoleillement. Je vous propose à présent de détailler un petit peu l'origine et le fonctionnement de ces courants de surface. Et c'est Marcel Oliver, marin et membre de la Fédération française de voile, qui va vous expliquer le fonctionnement de ces courants de surface. Alors, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la couche d'Ekman. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, regardez. Donc, ça c'est l'océan, je suis le vent, ok, je souffle dans cette direction. En surface, je vais pousser un courant de dérive qui sera environ 45 degrés. D'accord? Donc, en surface, je vais avoir la masse d'eau qui se déplace comme ça. Là. La couche d'eau de surface, là, on va dire les 50 ou 60 premiers mètres, vont se déplacer comme ça. Oui, mais un peu plus bas, vous voyez, on le voit sur mon petit schéma, à la surface c'est comme ça, mais un peu plus bas que la couche de base dont je parle, les 60 premiers mètres par exemple, ça va aller plutôt là, et un peu moins vite. Puis après encore là, un peu moins vite. Puis après là, encore moins vite. Et enfin à la fin, je vais avoir un courant tout au fond qui sera de direction opposée au courant en surface, c'est-à-dire que si à la surface c'est comme ça, au fond c'est par là-bas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là il sera très rapide, là quasiment nul. Si je fais la somme de tous ces vecteurs, en fait, je trouve un seul vecteur qui m'oriente toute la masse d'eau à 90 degrés à droite de l'axe du vent. C'est-à-dire que le vent, à la surface, il va y avoir un courant de dérive qui va par là-bas, d'accord? Mais la masse d'eau va se déplacer comme ça, à droite. Ce qui fait que si jamais, par exemple, si on prend le vent de sud-est dans Languedoc, il pousse les masses d'eau à sa droite, il pousse les masses d'eau à sa droite, du coup, ça veut dire qu'il pousse les masses d'eau vers la côte. Et vous avez le niveau de l'eau qui monte. Dans tous les ports du Languedoc, quand c'est du vent marin, le niveau est plus haut. Et inversement, quand c'est la tramontane, elle vient du nord-ouest, elle pousse les masses d'eau à sa droite c'est vers le large. Dans tous les ports du Languedoc, le niveau de la mer baisse. À peu près. Pourquoi ça pousse à droite? Ah, parce que. Pourquoi ça pousse Parce à que. droite? Je sais pas, c'est. Rio, Lys. Tout mouvement est dévié vers la droite dans l'hémisphère nord. Donc on regarde ici, vous avez ici donc ce qui se passe en surface, vous voyez, où là j'ai bien mon courant de dérive qui est à 45 degrés de l'axe du vent, d'accord, et son intensité, vous voyez, c'est 1/50e de la vitesse du vent. Vous voyez, regardez, la notion de bande d'afflux, alors nous on compte dans le sens trigonométrique, donc de 0 à 360 en tournant le sens contraire de ce qu'il montre. Hein.
Donc là, c'est un vent d'afflux. Tout ce qui est à faire à 180 degrés, c'est un vent d'afflux. Ça veut dire qu'il poussera toujours le vent il poussera toujours le vent vers la côte. Vous voyez, ça c'est le cas du Marin dans le Languedoc. Vous voyez, donc globalement, la côte, elle est comme ça sur un axe est-ouest, hein, globalement. Vous voyez, donc le Marin, il pousse les eaux à sa droite. Ok, et donc du coup, ben, ça va bien remplir la côte. Okay, donc le niveau monte à la côte. Mais ça serait la même chose si jamais c'est du grec. Hein, le grec, c'est plutôt un vent nord-est ici. Lui aussi pousse les eaux à sa droite. Moins évidemment que l'autre. Et si je prends l'exemple de la tramontane, donc ces angles en sens trigonométrique plus grands que 180, d'accord, là ce sont des vents de reflux. Donc dans le jargon, nous on dit vent d'afflux, tout ce qui est inférieur à 180 degrés dans le sens trigonométrique, vent de reflux, tout ce qui est supérieur à 180 degrés d'accord, dans le sens trigonométrique toujours. Et là, regardez la tramontane, elle pousse bien vers le large. Elle pousse bien vers sa droite. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe quand c'est du vent marin. Ça pousse les eaux chaudes vers la plage. Donc les eaux sont chaudes en effet. Pourquoi? Parce que je pousse la couche de base vers ma droite. Et la couche de base, c'est celle qui a absorbé le rayonnement solaire. Donc la plus chaude. Donc j'ai de l'eau plus chaude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et arrivé sur la plage, regardez, ça plonge. Dites, c'est là que viennent ce qu'on appelle les baïnes. Souvent ici, on a, quand il y a des coups de marins, vous avez des touristes qui sont emportés et qui meurent noyés. Pourquoi? Parce que forcément, s'il y a accumulation d'eau à la côte, il y a forcément des retours. Et les retours, ben, ça tire vers le large. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle les baïnes. Et regardez, ça c'est l'inverse, c'est la tramontane. Elle pousse les eaux vers le large et ça refroidit. Et oui, parce que les eaux chaudes qui sont réchauffées par le soleil sont poussées au large, ben, qu'est-ce que c'est qui remonte? Les eaux du fond sont plus froides. Donc c'est clair, hein? Souvent tu te baignes par exemple samedi avec des vents de sud-est marin, l'eau est vachement chaude. Tu reviens le dimanche, l'eau est glacée, ben, tout simplement parce que c'est pas le même vent, c'est pas la même eau. Les vents n'ayant plus d'influence après 1000 mètres de profondeur ne peuvent pas être moteurs des circulations océaniques profondes. Ces courants sont basés sur des différences de température, l'eau chaude étant moins dense que l'eau froide, et de salinité, l'eau salée étant plus dense que l'eau douce, entre différentes couches de l'océan. Marcel, peux-tu nous expliquer la formation de ces courants profonds ou encore ce qu'on appelle les circulations océaniques et atmosphériques? Il y a quelque chose qui s'appelle la machine atmosphère-océan et que tout ça c'est un seul ensemble. Le but du jeu c'est qu'on a une région qui est très chauffée, c'est la région intertropicale, une région qui est très refroidie, c'est le pôle nord météorologique, et qu'en fin de compte le but du jeu c'est d'arriver à refroidir ce qui est trop chaud et à réchauffer ce qui est trop froid. Voilà. L'océan a un rôle fondamental en réchauffant l'atmosphère. Vous voyez, rappelez-vous mon pôle nord météorologique qui était sur l'archipel nord-canadien. Il y en avait vu qu'il y avait ce déplacement des masses d'air qui partent du pôle nord, notre pôle nord à nous, et qui vient jusqu'au Finistère européen. Et par contre, là je rajoute quelque chose de nouveau, c'est le transfert d'eau chaude. Vous voyez la source de masse d'eau chaude, d'accord, qui elle remonte vers les pôles et qui se refroidit. On verra pourquoi, c'est une influence importante. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est simple, c'est que la masse d'air froid qui arrive du nord-ouest, elle se dirige en direction du sud-est, c'est-à-dire donc vers le Finistère européen, et en passant sur la masse d'eau chaude, il va y avoir réchauffement par transfert de chaleur sensible et de chaleur latente. Alors, chaleur sensible, ben c'est facile, hein, on est au contact de radiateur, je mets la main, je trouve que c'est chaud. Mais qu'est-ce que c'est la chaleur latente? Vous voyez, ici, vous avez tout en bas un phénomène d'évaporation, c'est-à-dire qu'on passe de H2O liquide en H2O gaz. Qu'est-ce qui se passe au moment où on passe de H2O liquide en H2O gaz? Eh bien, il y a captation de chaleur. L'air transporte de plus en plus de chaleur. Puis cet air se déplace, vous voyez? Il se déplace et donc ce qui était chargé dans la partie subtropicale, on va retrouver ça au large de l'Irlande. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, il va y avoir un phénomène de condensation. Et qu'est-ce qui se passe à cause du phénomène de condensation? Eh bien, il va y avoir au contraire libération de chaleur, c'est-à-dire quand on va passer du niveau H2O gaz au niveau H2O liquide, eh bien, il va y avoir libération de chaleur dans l'atmosphère.
C'est-à-dire qu'avec le cycle qui est représenté ici, par mon petit schéma qui est au milieu, là, et en haut aussi d'ailleurs, d'accord, tout ce qui est à gauche, eh bien, en fait, c'est ça le transfert de chaleur latente. L'atmosphère a un rôle fondamental en refroidissant l'océan. Donc là, c'est donc toujours le même schéma, puisqu'on parle de la même situation. Et par contre, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les masses d'eau tropicales qui partent du sud-ouest en direction du nord-est, qui partent du golfe du Mexique en direction de la Finlande, okay, il y a refroidissement par évaporation et transfert de chaleur sensible. Donc les eaux, plus elles vont se rapprocher de la Norvège, plus elles vont se refroidir. Et là, je vous ai fait un petit schéma. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, ici, j'ai évaporation. D'accord? Donc ces eaux circulent, sont amenées jusque-là, il y a refroidissement, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a glaciation, et du coup, les eaux vont plonger vers le fond. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'elles vont arriver au fond, ça va être l'inverse. Il va y avoir un courant froid qui va des latitudes nord aux latitudes tropicales. Vous voyez, ça c'est le principe. Donc c'est ce qu'on va essayer de reprendre tout doucement. Vous voyez, c'est à la surface de l'océan que les masses d'eau acquièrent leurs caractéristiques. Les eaux de surface étant chaudes et salées, tout refroidissement ultérieur a pour effet d'augmenter leur densité. Devenues plus denses que les eaux de la couche sous-jacente, elles plongent vers le fond. Quand un courant descendant n'est pas immédiatement compensé par un courant ascendant, il se produit un déplacement horizontal au fond vers un courant ascendant de grande distance. Et tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi il y a ce courant ascendant. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette variation de la densité avec l'évaporation, etc. À un moment donné, avec la glaciation encore, c'est encore pire. Okay, là, à ce moment-là, les eaux plongent. D'accord? Et comme si à côté, il n'y a pas de mouvement ascendant, on va voir d'où sort ce mouvement ascendant. Eh bien, au prochain, là, ça remonte. Et le courant ascendant est lié aux dépressions. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous voyez, en bleu, c'est le vent. J'ai fait un petit cercle pour montrer. Donc, la dépression dans l'hémisphère nord qui tourne dans le sens contraire des aiguilles de montre. D'accord? Et en jaune, on a bien le transport de masse. C'est le transport de masse qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, ça va avoir un effet. Quel effet? Ben, regardez l'effet que ça va avoir. C'est-à-dire que du coup, ça va faire remonter ce qu'on appelle la thermocline. Et du coup, ce phénomène de divergence, c'est ça qui va faire monter les eaux. Et les eaux froides qui se sont formées là-haut, qui sont dans la mer Arctique, eh bien, par le fond, elles vont chercher l'endroit où il y a des basses pressions pour pouvoir remonter. Et c'est comme ça c'est comme ça que ça amorce la pompe. Donc on est parti d'une dépression météorologique, d'accord? Et elle a un rôle par rapport à la circulation océanique en faisant remonter la thermocline, c'est-à-dire cette couche-là de l'océan. L'anticyclone, lui, c'est l'inverse. Les vents tournent dans le sens d'aiguille de montre. Il y a convergence, c'est-à-dire que les flux d'air se font vers l'intérieur. Et du coup, ça fait des collines. D'accord? Et ces collines elles-mêmes, elles vont créer des courants. Ok? Vous voyez? Donc ici, elles créent un courant, ce qu'on appelle un courant de pente. Puisqu'il y a une colline, l'eau cherche à se redescendre. Donc ça crée un courant de pente. Eh bien, vous avez tous entendu parler du courant nord-équatorial. Ben, qu'est-ce que c'est le courant nord-équatorial? Rien d'autre que la branche sud de l'agglomération anticyclonique que les gens appellent l'anticyclone des Açores. Cet anticyclone des Açores crée, c'est 1 mètre sur 100 000 km, 1 mètre, ça veut dire c'est énorme quand même, d'accord? Et c'est ça qui crée le courant nord-équatorial. Le courant nord-équatorial est lié à la situation météo. Enfin, à la situation océanographique elle-même, le résultat de la situation météo. Si jamais, par exemple, imaginons pour 36 raisons, il n'y aurait plus l'anticyclone des Açores, eh bien il n'y aurait probablement plus la dérive nord-équatoriale. Vous voyez, c'est cette notion de courant. C'est-à-dire en surface, on a un courant qui part des zones tropicales et qui va vers les zones polaires. Et au fond, on a un courant qui va des zones polaires et et du coup, on regarde ce que ça donne. Tu vois, on a ça. En surface, on appelle source d'énergie les zones océaniques où les eaux se réchauffent sous l'effet du rayonnement solaire. Et là-haut, on appelle puits d'énergie les zones océaniques où les eaux se refroidissent par évaporation et par conduction. Et tu vois qu'en surface, on a un courant qui va des zones tropicales vers les zones nordiques, et au fond, on a un courant qui va des zones nordiques vers les eaux tropicales. Vous voyez, en rouge, ce sont les courants chauds, les courants de surface, et en bleu, ce sont les courants de fond. Vous voyez ici, j'ai un réchauffement de la mer et excédent de précipitation.
il y a une forte diminution de la densité de l'eau de mer de surface, à la fois par augmentation de sa température et par diminution de sa salinité à cause de l'excédent des précipitations. Donc, maintenant, je vais monter un peu plus au nord. Qu'est-ce qu'il y a un peu plus au nord? Il y a une diminution de la densité de l'eau de mer de surface par augmentation de sa température, mais cette diminution de densité est limitée par l'augmentation de sa salinité due à l'excédent d'évaporation. Donc c'est toujours pareil, hein, on joue avec les différents paramètres. Et on verra tout à l'heure comment ça joue. Je continue à monter un peu plus haut. Ici, il y a au contraire, dès qu'on arrive on va dire à peu près au 50e nord, il y a une augmentation de la densité de l'eau de mer de surface par diminution de sa température, mais cette augmentation de densité est limitée par diminution de sa salinité due à l'excédent de précipitation. Donc vous voyez que la précipitation va modifier les durées de salinité. On continue un petit peu. On arrive ici où j'ai un refroidissement de la mer et excédent d'évaporation. Donc c'est ici que les eaux vont devenir, la densité va augmenter au maximum. La masse volumique la plus forte des eaux de surface est observée dans l'océan Atlantique Nord au niveau de la mer de Norvège et de la mer de Groenland. Il n'y a pas plus fort dans le monde. Cela favorise la formation d'eau profonde. L'eau profonde, c'est les eaux qui plongent. En effet, tout refroidissement ultérieur des eaux de surface dans la masse volumique est supérieur à 1027, a pour effet immédiat d'augmenter la densité de la couche superficielle au point de dépasser la densité des couches sous-jacentes. Il se produit alors des mouvements verticaux, les eaux superficielles vers le fond, les eaux sous-jacentes vers la surface. Il faut remarquer que la masse volumique reste légèrement inférieure dans l'océan Atlantique, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? L'évaporation, l'évaporation est plus important que l'apport des pluies. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les eaux sont plus denses. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un courant de densité qui passe de la Méditerranée vers l'Atlantique. Au fond, les eaux méditerranéennes vont vers l'Atlantique. Et d'ailleurs, on retrouve les eaux méditerranéennes quelque part entre l'Irlande et Terre-Neuve, par sondage. Et par contre, au contraire, à l'inverse, en surface, l'Atlantique est un peu plus haute. Évidemment, c'est schématique, hein, il n'y a pas de pente comme ça là. Il y a Gibraltar, mais par contre, il y a un courant important en surface qui va de l'Atlantique vers la Méditerranée. Et maintenant, je vais prendre le contre-exemple par rapport à ça, c'est-à-dire ce qui se passe en Baltique. En Baltique, c'est l'inverse. En Baltique, j'ai plus d'apport fluviatif, c'est-à-dire j'ai plus de précipitations, donc des fleuves de plus en plus puissants. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Les eaux les plus denses, ce sont celles de l'Atlantique, donc elles vont chercher à rentrer en mer Baltique, alors qu'au contraire, les eaux de surface vont essayer de passer de la Baltique vers la mer du Nord.